Cela ressemble à un paysage d'estampes chinoises. À l'orée de l'Himalaya, tout près du Tibet, une région encore peu connue, intemporelle, à 3000 mètres d'altitude. Sur les rives du Lougou, l'un des plus grands lacs d'Asie, vit un peuple d'anciens nomades, les Mosuo, une minorité ethnique unique au monde. Les Mosuo sont une des dernières sociétés matriarcales de la planète. Ici, le pouvoir n'appartient pas aux hommes. En Chine, on surnomme d'ailleurs cet endroit le royaume des femmes. Chin a 30 ans. Cette jeune femme Mosuo se promène en barque sur le lac Lougou avec Apo, son copain du moment. Apo n'est pas l'époux de Chin, car les Mosuo ne se marient pas. Alors que dans le reste du pays, le concubinage est mal vu, ici l'amour libre et la liberté sexuelle sont la norme. Ce sont les femmes qui choisissent les hommes qui partagent leur nuit. Elles répudient leurs amants à leur gré. Chez les Mosuo, on ne s'épouse pas. On pratique ce qu'on appelle le mariage ambulant. Les femmes n'ont pas de lien avec leur amoureux, même pas financier. Ici, on dit que l'amour, c'est comme les saisons. Ça vient, puis ça passe. Ça peut choquer, mais c'est notre tradition. Les femmes ont toujours le dernier mot. Chin n'est pas vraiment polygame. En général, les Mosuo ne mènent pas plusieurs liaisons de front, mais leurs aventures sentimentales se succèdent. La jeune femme n'habite pas avec Apo, son partenaire actuel. Elle n'a d'ailleurs jamais vécu en couple avec aucun de ses amants. Chez les Mosuo, le chef de famille n'est pas un homme, mais une grand-mère. Je vais vous présenter la chef de notre clan. Oh, de la visite. Entrez. Je viens de finir de balayer. La chef, on l'appelle notre ama. Cette grand-mère, c'est la colonne vertébrale de la maison. On la considère comme une sage. Toute la journée, elle prie avec un chapelet et un moulin à prière pour que notre lignée soit protégée. Chin porte toujours les vêtements traditionnels qui caractérisent son ethnie. Petite leçon de mode, façon Mosuo. Ça, c'est notre cape traditionnelle. Elle est découpée dans la peau d'un mouton bien laineux. En hiver, ça nous réchauffe. Et en été, ça nous protège de l'humidité. Entrez, entrez. Et voici la pièce la plus importante de sa maison. On l'appelle la chambre de la grand-mère. C'est ici que brûle le foyer et que dort l'ama. Le fils de Chin a 12 ans. Elle l'a conçu avec Apo, le rameur de la barque. Mais le petit garçon n'a jamais été élevé par son géniteur. La notion de père biologique n'existe pas plus que celle de mari. Les hommes n'ont pas d'autorité parentale. Les femmes transmettent le nom de famille. Ici, on dit que la mère possède la graine. L'homme n'est que l'arrosoir. Les Mosuo ont la télévision. Ils savent donc que leur façon de vivre est atypique. Le mariage classique, je sais ce que c'est, mais je trouve ça curieux. La fidélité, je n'y crois pas. Moi, je préfère le mariage ambulant. On s'aime sans contrainte et surtout sans conflit. Ni sur les comptes, ni sur la tenue de la maison, ni sur l'éducation des enfants. Le royaume des femmes, mais peut-être aussi le paradis des hommes. Car ici, les femmes détiennent le pouvoir domestique, mais elles accomplissent aussi les tâches les plus rudes. Tandis que cette vieille dame effectue des travaux de maçonnerie, son compagnon attend tranquillement, en fumant à côté de la brouette. Chez nous, ce sont toujours les femmes qui travaillent. Nous, les hommes, pendant la journée, on fait du bateau, on mange, on s'amuse aussi, et on se repose. Le vieil homme nous emmène vers sa maison. La chef, c'est ma mère. La voici, elle a 84 ans. Moi, je suis son fils aîné. L'ama trône au milieu de la cour.
Et votre père, c'est qui? Je n'ai jamais su. Il faut demander à ma mère. Et elle le sait? Oui, sans doute. Mais elle ne l'a jamais dit à personne. Ah maman, t'as jamais dit qui était mon père? Des traditions aux origines mystérieuses, mais très anciennes. Le pays Mosuo est longtemps resté isolé, coupé du monde. Les hommes, souvent absents, sillonnaient les montagnes avec des caravanes muletières pour faire du commerce. C'est ainsi que les femmes auraient pris le pouvoir. Joseph Rock, l'anthropologue britannique qui a découvert les Mosuo en 1924, avait surnommé la région « le pays où les femmes sont reines ». Elle comprend aujourd'hui 30 000 personnes, réparties dans une soixantaine de villages. Et c'est dans les bourgs les plus reculés que les traditions restent les plus vivaces. Nous prenons la direction de Lijazwe, un bourg inaccessible en hiver lorsqu'il neige, car pour y aller, il n'y a pas de route. Vous êtes bloqué? Ça va? Juste une piste en terre, truffée de nids de poules, et plusieurs rivières à franchir. 7 heures de voyage harassant. Nous arrivons enfin dans un hameau d'une trentaine de chalets, en rondins de bois et boue séchée. Chacune de ces fermes appartient à un clan féminin. Partout, des champs de cannabis. Mais les Mosuo ne le fument pas. Ils travaillent le chanvre pour confectionner leurs vêtements. Là, je tisse une écharpe. Venez par ici. Ici, rien n'a changé depuis le Moyen-Âge. Les femmes s'occupent des champs et des bêtes, pendant que leurs compagnons rêvassent. Sula a 41 ans. Comme chaque jour, il rejoint ses copains pour leur pique-nique quotidien. Et il parle sans complexe des mœurs libérées de son ethnie. Nous, on aime bien être dans la nature, regarder les troupeaux. Et en plus, si on se détend la journée, on dit qu'on est plus vaillant au lit pendant la nuit. Pour nous, c'est difficile à comprendre. Mais Sula n'a pas l'air frustré de ne pas participer à l'éducation de ses enfants. Les hommes Mosuo ne se sentent pas rabaissés. On nous demande souvent pourquoi on ne se rebelle pas. Mais nous, on trouve notre système très bien. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de responsabilité, on n'a pas besoin de s'occuper des enfants. En plus, les femmes de la maison nous soignent vraiment bien. Sula vit dans l'une des plus anciennes maisons clans de Lijazwe. Comme lui, les Mosuo habitent toute leur vie avec leur mère. Les murs sont couverts de croix gammées peintes. Ces svastikas sont pour les Mosuo des symboles religieux millénaires. Il y a aussi des colliers de mâchoires de cochon et des crânes de bélier. C'est spécial, mais ici on dit que ça porte bonheur. Voilà, ici c'est la chambre de mon frère. Là c'est ma chambre. Là c'est la chambre de mon oncle. Celle-là, c'est celle de mon petit frère. Et là, c'est celle de ma grande sœur. Voici la photo de cette grande famille au complet. Sula ne connaît pas son père. Il n'a jamais vécu non plus sous le même toit que ses enfants. Il pense qu'il en a 3 au total, mais il n'en est pas sûr. Voici des hommes qui comptent pour moi. À droite, mon neveu. Mon oncle. Là, c'est mon grand-oncle. Et là, mon frère. Sous Mao Tse-tung, pendant la révolution culturelle, les dignitaires du Parti communiste chinois ont essayé d'imposer aux Mosuo le mariage et la monogamie.
en vain. Chez les Mosuo, seules les filles héritent des biens. Les hommes ne possèdent rien, ni argent, ni maison, ni bêtes. Dans la maison de Sula, 4 sœurs se partagent la direction de la famille, surnommée la mère serpent, la mère buffle, la mère puma et la mère tigresse. Moi, je m'occupe de faire le thé. Je choisis les offrandes qu'on offre aux dieux et je fais paître les chevaux. Et j'ai eu 6 enfants, tous de pères différents. Moi, je m'occupe de l'étable et je n'ai jamais eu d'enfant. Moi, je m'occupe d'entretenir le feu et de gérer les économies. J'ai 2 enfants. Et moi, je décide de la répartition des récoltes. Je fais la cuisine et j'ai aussi eu 2 enfants. Les femmes âgées restent coquettes, mais abandonnent dès 50 ans les couleurs vives pour des costumes gris, noirs et marines. Au crépuscule, les rues du village s'animent. Les hommes et les femmes s'épient, discrètement, pour voir qui va dormir avec qui. Les couples Mosuo peuvent durer toute la vie ou juste quelques nuits. Plus l'homme vient de loin, plus le prestige de la femme est grand. Sula a beau avoir 41 ans, il dîne tous les soirs avec sa mère, dans la chambre de Lama, à la lueur des flammes, car le village n'a pas l'électricité. Aujourd'hui, on a rentré de nouvelles récoltes de sorgho, tu sais. J'aime partager ces moments avec ma mère. C'est paisible. Ça m'est égal de ne pas manger avec une épouse ou avec mes enfants. Ça ne veut pas dire que je n'y pense jamais. Beaucoup d'hommes Mosuo vont rendre visite à leurs enfants, mais on a l'esprit tranquille car on n'est pas obligé d'assurer leur subsistance. Même si on n'a pas beaucoup de moyens, les mères et les grands-mères s'en occupent. Et ils ne meurent pas de faim. En fait, moi, je suis plus attaché à mes neveux, car ils ont grandi sous le même toit que moi. Alors évidemment, le sentiment est plus fort. À la nuit tombée, Sula nous permet de suivre son étrange rituel. Équipé de sa lampe de poche, il quitte le domicile maternel pour rejoindre l'alcôve de sa belle. Chez les Mosuo, on dit qu'on va rejoindre la femme dans sa chambre fleurie. C'est ça le mariage furtif, ou le mariage ambulant. On n'est que de passage dans la chambre. Donc l'infidélité chez nous, ça n'existe pas. Et on peut dire aussi que la jalousie, ça n'existe pas non plus. L'épopée dure 20 minutes rocambolesques sous la franchie des barrières de bois. Ils traversent les champs. Il ne faut pas réveiller les chiens et rester discret, car les femmes ne révèlent pas au reste de leur famille, en particulier à leurs frères, le nom de ceux qui partagent l'intimité de leur nuit. À l'aube, le ballet s'inverse. Les femmes renvoient les hommes encore ensommeillés qui rentrent dans la maison clan de leur mère. Du fait de leurs mœurs atypiques, les Mosuo ne sont pas soumis au contrôle des naissances, ni à la loi sur l'enfant unique comme les autres Chinois. Et ici, contrairement au reste du pays, on préfère les bébés filles. Sarami est la femme que Sula a rejointe à l'issue de son expédition nocturne. Elle est pudique et un peu intimidée par nos questions. Il est gentil, Sula. J'aime bien le mariage furtif avec lui. Sarami dit avoir eu 3 enfants de Sula. Mais pendant la journée, comme les autres femmes Mosuo, elle ne croise jamais son compagnon de chambrée. Dans une Chine où tout s'accélère, dans ce pays qui change et se modernise très vite, même les jeunes générations restent fières et respectueuses des traditions.
Pingguo a 22 ans. Sa cousine plus âgée vit au village. Mais elle est étudiante en communication dans une grande ville chinoise. Lorsqu'elle revient pour les vacances, elle aime remettre le costume qui a symbolisé son passage à l'âge adulte. Tu te souviens comme j'étais émue ce jour-là? Je me sentais belle, comme une princesse. Ça, c'est le vêtement en chanvre qu'on porte pour la cérémonie de la majorité, à l'âge de 13 ans. À partir de cet âge, les filles ont le droit de porter une jupe et de participer au conseil de famille. Et voilà ta coiffe. Pendant la cérémonie, l'adolescente reçoit surtout, symboliquement, la clé de sa chambre fleurie, lui permettant d'accueillir ses amants. Les couleurs dominantes du costume, c'est le rouge et le rose, car ça symbolise la floraison. Ça veut dire que la petite fille a fleuri jusqu'à l'âge adulte. Pingguo n'est pas l'aînée, mais elle deviendra peut-être ama de la famille. Car au mur, nous remarquons une photo de mariage incongru. La grande sœur de Pingguo a épousé un Chinois non mosuo et elle a quitté son ethnie. Ma génération est tiraillée entre deux sensations contradictoires. Ici, on est heureux, on partage les repas tous ensemble, c'est une vie simple et sereine. Mais elle peut paraître démodée. En ville où j'étudie, il y a beaucoup de stress et de concurrence. Les gens sont plus hypocrites, moins vrais, moins sincères. Mais en même temps, là-bas, tout est nouveau et excitant. Le ciment de la communauté, ce sont les grandes fêtes traditionnelles. Ce jour-là, les mosuo sont particulièrement nombreux au bord du lac. Binma est le cousin de Pingguo. C'est la fête des bateaux dragons, mais c'est surtout l'occasion de nous montrer devant les filles. Pour inaugurer la cérémonie, les chamans brûlent des aiguilles de pin et récitent des mantras. Le dialecte mosuo est matérialisé par des symboles. Comme Pingguo, ce jour-là, toutes les filles arborent leur costume de la cérémonie des 13 ans. La religion des mosuo est un mélange de chamanisme et de bouddhisme tibétain. Pour les plus jeunes, la ronde mosuo est l'instant propice pour draguer. Binma et ses amis jouent au sex symbole, en lunettes de soleil branchées et survêtements, sous le costume traditionnel. On appelle cette danse de séduction la danse du feu, et ce sont les hommes qui font le premier pas. Pour montrer qu'on se plaît, il y a un code mosuo. Il faut gratter 3 fois la paume de la main de la fille. Et la fille comprend aussitôt? Oui, si en réponse la fille gratte 3 fois elle aussi, c'est qu'elle est d'accord pour une nuit avec toi. Autrefois, pour signaler sa chambre à l'homme qui lui avait gratté la paume, la fille mosuo suspendait un chapeau à sa fenêtre. Maintenant, on a des téléphones portables. Donc avant de faire le mariage ambulant, on s'appelle. On s'envoie un SMS. Pour savoir l'adresse. En attendant, pour briller aux yeux des filles, les garçons s'affrontent par équipe de 10 dans des courses de bateaux, à bord de leur barque en forme d'auge à cochon. Binma est motivé. On y va, les gars! Allez, les gars! Les gagnants seront proclamés hommes tigres de l'année. Alors, le résultat? Je suis fatigué, mais content. On a fini dernier, mais l'esprit d'équipe était très bon. Et côté drague, rien de concret? Juste des regards prometteurs. Prometteurs? Ouais. Binma souscrit encore de bonne grâce aux coutumes ancestrales. Mais pour combien de temps encore? Les mosuo s'ouvrent au monde. Les touristes, chinois pour l'instant, commencent à affluer autour du lac Lugu. Même si la région reste difficile d'accès, elle a reçu 500 000 visiteurs l'an dernier.
À l'origine de ce développement touristique, il y a une femme. Elle vit à Lijiang, la grande ville la plus proche, à une journée de voyage du lac Lugu. Voici la Mosuo qui a fait connaître son peuple au public. Elle en a même fait son fonds de commerce. Younger Namu est actrice, écrivain, chanteuse. En Chine, elle est aussi connue que Céline Dion au Canada. Bienvenue dans le monde de Namu. La star joue sur le côté sulfureux des femmes Mosuo, avec partout des portraits d'elle dans des poses suggestives. Regardez cette robe avec ma photo. Je l'ai faite faire pour mon anniversaire. Ma cousine m'a dit, il y a trop de contraste entre cette photo de toi plus jeune et le visage que tu as maintenant, tu ne devrais pas la porter. C'est un peu impoli de sa part, hein? Sa carrière, Namu la doit à des ethnologues venus enregistrer les chants Mosuo au lac Lugu en 1983. Ils ont craqué sur la voix de la jeune fille, à l'époque gardienne de yak dans la montagne. On dirait que cette photo a 200 ans. Aujourd'hui, même en ville, Namu vit toujours comme une matriarche Mosuo. Elle se fait servir par les hommes. Je suis obligée de crier. Du café pour qu'il me l'amène. Les hommes Mosuo sont beaucoup plus lents que les femmes. Nous, on percute. Eux, il faut les secouer, leur hurler dessus. Namu avoue avoir eu beaucoup d'hommes de passage dans sa chambre fleurie. Elle y avait même invité le président de la République Nicolas Sarkozy, alors qu'il était en voyage officiel en Chine. Ce que je veux surtout dire au président de la France, c'est choisis-moi. Je serai la femme parfaite pour toi. Et je vais t'aimer à ma façon, mon amour. Ah oui, je voulais tellement Sarkozy dans mon lit. Le président a décliné l'invitation, mais grâce à cette anecdote, la notoriété de Namu a dépassé les frontières. Je vais vous montrer la fois où j'ai participé à l'émission de Thierry Ardisson. Terry. C'est Namu. Là encore, Namu a fait sensation sur le plateau. L'animateur voulait qu'elle fredonne quelques notes, mais elle lui a imposé une chanson entière. Certains reprochent à Namu d'avoir placé son peuple sous le feu des projecteurs, au risque de faire disparaître ses traditions, là où Mao et son petit livre rouge avaient échoué. Maintenant, grâce à moi, les Mosuo sont connus et ils ont des routes. Bientôt, ils auront un aéroport, ils ont de l'argent. Lorsque moi j'ai quitté le village, je n'avais en tout et pour tout que 7 œufs de poule en poche. Depuis que Namu a popularisé son ethnie à la télévision, de plus en plus de Mosuo transforment leurs bâtisses de bois en auberges rurales ou en magasins de souvenirs pour accueillir les touristes. Binma, le jeune Mosuo qui draguait lors de la course des bateaux dragons, est justement en train de fabriquer des meubles pour les installer dans l'hôtel qu'il vient tout juste d'ouvrir avec son frère aîné. Les hommes Mosuo se mettent donc à travailler et ça ici c'est une révolution. C'est fou ce que le village change. Sans même remonter à notre enfance, ne serait-ce qu'il y a 3 ou 4 ans, il n'y avait aucune route goudronnée ici. Désormais, c'est dans la pièce sacrée de la grand-mère, autour du feu, que les 2 frères servent les repas à leurs hôtes. Ça, c'est notre vin traditionnel Mosuo. C'est fait maison. Allez, je trinque avec vous. Merci, à votre santé. Paradoxe, dans la région où le mariage n'existe pas, beaucoup de touristes viennent pour leur lune de miel, comme ce couple de jeunes Chinois.
Pour nous, leur liberté sexuelle est très moderne, mais pour eux, la modernité, c'est justement de se marier. Et d'ailleurs, on nous a dit que de plus en plus de Mosuo se mariaient, parce que c'est plus commode d'être un couple fixe, pour gérer l'argent du tourisme et le travail que ça leur donne. C'est dommage. J'ai même rencontré un homme Mosuo qui m'a dit qu'il voulait garder son enfant avec lui et l'éduquer. Désormais, la place de choix, au centre, est réservée aux touristes. Lama doit manger dans un coin. Elle n'est plus tout à fait la chef de la maison. Il y a des avantages et des inconvénients au tourisme. Bien sûr, on risque de perdre nos traditions et ça menace l'environnement. Mais d'un autre côté, ça permet au village de se développer et de gagner plus d'argent, d'envoyer les enfants à l'école, de rénover les maisons. Au final, on s'y retrouve. Et désormais, le soir, c'est aussi pour les touristes que leur cousine Pinko se fait belle. Chaque maison clan envoie un membre de sa famille pour une démonstration de la danse du feu. Prix de l'entrée, 3 €. Au début, le mariage ambulant, je trouvais ça bizarre. Mais finalement, je me dis que c'est pas mal. L'amour est moins contraint et plus sincère. C'est très bien en fait. Moi, je suis venu ici avec ma fiancée pour lui demander sa main. Pourquoi ici ? Parce que c'est le paradis des hommes. Certains craignent que le lac Lougou devienne une réserve folklorique ou que les fantasmes sur la sexualité libre de l'ethnie n'amènent ici le sida et la prostitution. En dehors des Mosuo et de quelques tribus en Papouasie, Mexique ou Indonésie, les sociétés matriarcales ont presque toutes disparu de la surface du globe. Avec leur crâne dénudé, elles ressemblent à de jeunes garçons. Pourtant, ces frêles silhouettes sont des petites nonnes. Des filles rasées pour gommer leur féminité et ne pas attirer les regards masculins. Ces adolescentes ne se déhancheront jamais en boîte de nuit. Leur danse de l'aurore est dédiée à Bouddha. 1, 2, 3 et 4. Comme Shoying, 17 ans, tout ont embrassé la vie religieuse pour échapper à une enfance douloureuse. Je viens d'un village très loin d'ici et nous sommes 11 frères et sœurs. L'une de mes sœurs a été violée et suite à ça, mon père est devenu alcoolique. Il a commencé à battre ma mère. C'est pour ne pas être moi aussi violée qu'une de mes tantes m'a mise dans cette école de nonnes. Une école gratuite, synonyme d'ascenseur social, à condition d'en accepter les sacrifices. Bordé par la majesté de l'Himalaya, serti entre deux géants, l'Inde et la Chine, le Népal est l'un des pays les plus démunis de la planète. 3/4 des 29 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Derrière les étoffes chamarrées, un tableau social sombre. Les premières victimes sont les filles. Abandon scolaire, esclavage domestique, mariage précoce. Ne pas naître garçon est une malédiction. Cette injustice, cette femme la combat grâce à sa voix. Annie Shoying Drolma est une philosophe et chanteuse bouddhiste, célèbre au Népal, mais aussi en Inde, en Chine et aux États-Unis. Son argent, elle le consacre à l'éducation de ses petites nonnes. La religieuse vit dans cette confortable villa de 4 étages, au cœur de Katmandou. C'est une femme riche
issus d'une famille d'exilés, des bergers et sculpteurs sur bois qui ont fui le Tibet pour se réfugier au Népal. J'étais une enfant très malheureuse. J'étais confrontée à beaucoup de violences domestiques, de discrimination. Mes petits frères étaient avantagés. Ils ne faisaient rien à la maison. Ils pouvaient jouer. Mais en tant que fille, dès le réveil, vous êtes censée faire le ménage, aider votre mère, vous occuper de vos frères. C'est la vie. Annie s'est sentie délivrée de son père qui la battait en entrant au monastère à l'âge de 13 ans. Lui, c'est mon maître spirituel. C'est lui qui a découvert son don pour le chant. Son école de nonnes, baptisée Aryatara, Annie l'a fait construire il y a 17 ans. Sur ce terrain acheté 50 000 € grâce à ses premiers disques et à des dons humanitaires internationaux. Les filles, venez m'aider à porter les affaires. Il y a des pommes pour vous dans ma voiture. Mais tu as eu la varicelle, toi? 80 fillettes et adolescentes vivent ici. Certaines sont orphelines. Ce sont mes enfants. Elles mettent de la joie et du bonheur dans ma vie. Qui t'a habillée comme ça? C'est dans le mauvais sens. Échangeons nos énergies grâce à la chaleur de nos mains. Tes mains sont toutes rouges. D'autres fillettes recueillies ici étaient des petites bonnes. Au Népal, on les appelle les Kamlahari. C'est le cas de Sherab, 8 ans, qui avait été placé par sa mère comme domestique dans une famille aisée de Katmandou. C'était dur là où tu étais avant? Oui. Pourquoi? Je devais faire la vaisselle, balayer et mes patrons me frappaient. La fillette n'a plus aucun contact avec ses parents. Au Népal, les écoles publiques gratuites sont rares et médiocres. Les écoles privées, en anglais, onéreuses. 3/4 des fillettes arrêtent donc en primaire. Continuez à réviser, ne vous arrêtez pas. Ici, les nonnes étudient la littérature, les langues ou les sciences. A, B, C, D. Dolma est la plus jeune des petites nonnes. Elle a 5 ans et apprend déjà l'anglais. Applaudissez-la! Je te donne du jus d'orange et des gâteaux. Des nonnes, mais avant tout des petites filles qui jouent à la poupée. L'école accepte les fillettes à partir de 5 ans. Donne-lui des bonbons et des gâteaux. C'est la pauvreté qui a obligé la maman de Dolma à la laisser. Pour elle, ce fut un arrachement. Pooja a 22 ans. Elle fait la plonge dans ce restaurant de Katmandou de 9 h du matin jusqu'à minuit. Pose la bassine de riz là-bas. Dépêche-toi un peu. Je passe ma journée debout, les mains dans l'eau froide. Je ne pouvais pas garder ma fille près de moi si tard et je n'ai pas assez d'argent pour que quelqu'un la garde. Allez, il y a une table de 12 qui attend. Pooja ne gagne que 70 € par mois. Elle loue une minuscule chambre, 50 €, 2/3 de son salaire. Entrez. L'école des nonnes est à 1h30 de route de Katmandou. Les parents peuvent leur rendre visite quand ils le souhaitent. Mais faute de temps et d'argent, Pooja n'a pas revu sa petite fille depuis plusieurs mois. Je vais essayer d'aller la voir toutes les 2 semaines, dès que j'aurai plus de sous. La jeune femme n'a plus de famille. Le père de l'enfant, guide de trekking, les a abandonnés 2 ans après la naissance. C'est Dolma, juste avant d'entrer à l'école de nonnes.
Je n'ai besoin de rien pour moi. C'est pour ma petite fille que je travaille dur. À l'école des nonnes, sa petite Dolma pourra étudier jusqu'au bac. À condition de s'adapter à la dure vie monastique. Réveil à 4h45. Tu aurais envie de dormir encore ? Oui. Allez, on se réveille. On se réveille. Lève-toi. À 5h du matin, c'est la prière. 2 heures de messe quotidienne, pendant lesquelles les nonnes font des offrandes à Bouddha et au Dalai Lama, la plus haute autorité spirituelle du bouddhisme tibétain, ici avec la chanteuse Annie. Dans un silence feutré, en méditation, les enfants nonnes réalisent également des tankas, des enluminures colorées qui orneront les monastères. On en fera aussi quand on sera grande. Des grandes, parfois de corvées de jardinage. L'école fonctionne avec un budget annuel de 65 000 €. Les nonnes mangent ce qu'elles cultivent. Fricassés de champignons sauvages ou bouillon de lentilles au curry, uniquement des plats végétariens. Consommer des êtres vivants est interdit par la religion bouddhiste. Palmo a 13 ans. Cela fait 2 ans qu'elle est nonne. Ce que je préfère, ce sont les galettes et les raviolis aux légumes. Palmo et ses copines n'ont accès à Internet et à la télévision qu'une fois par semaine. Elles n'ont pas de téléphone portable. Mais dans leur dortoir, des photos de Neymar. Comme beaucoup d'adolescentes. Là, c'est Justin Bieber. Lui, c'est un garçon du village. Et puis, Zayn Malik, le chanteur de One Direction. Mais il ne fait plus partie du groupe maintenant. J'ai collé leurs photos car je les aime beaucoup. Mais toi, tu ne pourras jamais avoir de petits copains. Non. Tu en aurais envie ? On n'a pas le droit. On doit faire vœu de chasteté. On a donné notre cœur à Bouddha. Ça fonctionne comme ça. Et toi, Palmo, tu voudrais un petit copain ? Non. Depuis que je suis nonne, les garçons ne m'intéressent plus. Vous êtes sûre ? Si elles changent d'avis, ces jeunes religieuses pourront rompre leurs vœux à 18 ans. En attendant, l'école est parfois le seul moyen d'échapper à un sort terrible. Quand j'étais au village, mon père est décédé. Ma mère est partie avec un autre homme et plus personne ne voulait s'occuper de moi. Alors mon oncle m'a vendue à une maison close en Inde. Après, j'ai été secourue par un monastère voisin. Je ne sais pas combien mon oncle a touché d'argent en me vendant. Le week-end, c'est séance shopping. Enfin, à la sauce locale. Dans un pays où les femmes se parent de bijoux fantaisie et de saris chatoyants, où ornent leurs yeux de colle façon Bollywood, l'allure des nonnes détonne lorsqu'elles arrivent en ville. Grandes ont 5 € d'argent de poche par semaine. On n'a pas le droit d'acheter du maquillage. Et on n'aime pas ça. Les hindous, l'autre grande communauté religieuse du Népal, sont sceptiques. T'as pas été triste de couper tes longs cheveux ? Non. Non ? Mais les autres filles se maquillent, elles se font belles. Tu n'aurais pas envie de te faire belle, de porter des bijoux, des talons ? Non. Vraiment ? Tu préfères avant ou après être devenue nonne ? Maintenant. Moi, je ne suis pas pour, car elles ne pourront pas se marier ni avoir d'enfants. Et elles doivent quitter leur maison et leur famille. Sa famille, Palmo part justement la voir le lendemain. Elle n'a pas entrepris ce long périple depuis presque 2 ans.
Près de 10 heures de route chaoteuse à travers les rudes montagnes du pays. Palmo voyage avec sa sœur Tsomo, 15 ans, nonne elle aussi, et la principale de l'école. Nous arrivons dans ce hameau moyenâgeux, agrippé à flanc de montagne. Ici, il n'y a pas d'école. Les parents de Palmo et de Tsomo ont eu 11 enfants, un garçon et 10 filles. L'une est décédée à 12 ans. C'est mon papa. Papa! Dans le village, beaucoup de fillettes travaillent. Elles glanent et vendent de l'herbe qui sert de combustible pour se chauffer. Mon petit frère. Maman. La famille vit chichement de l'élevage de quelques chèvres et vaches, sans eau courante. Elle a dû reconstruire sa maison en torchis, balayée par le tremblement de terre de 2015. Elle ne vous manque pas quand même vos filles qui sont devenues nonnes? Si, bien sûr. Une mère adore toujours ses filles. Mais avant, mes filles marchaient pieds nus dans la poussière. Maintenant, elles sont dignes. Elles ont bien changé dans leur façon de se tenir et de parler. Je suis fière d'elles. Envoyer une fille au monastère, c'est s'épargner le paiement d'une dot coûteuse. Un proverbe népalais dit aussi qu'avoir une fille, c'est arroser le jardin du voisin. On avait besoin d'un garçon pour qu'il reste avec nous et s'occupe de nous plus tard. Les filles partent avec la famille de leur mari, alors que le fils reste avec ses parents. J'étais tellement heureux quand il est né après 10 filles. J'ai fait une de ces fêtes, je m'en souviens encore. J'ai payé à tout le village un grand repas arrosé de vin de maïs. C'était quelque chose. Allez, on mange. Une autre sœur est partie travailler à Dubaï, dans un bar à hôtesse, où son passeport aurait été confisqué. 200 000 Népalaises seraient exploitées dans les pays du Golfe. Un plat avalé vite fait. Une petite photo. La vie de Palmo et de Tsomo est désormais ailleurs. Le lendemain, c'est soir de concert à Katmandou. Juste avant, autour du temple le plus sacré de la ville, la chanteuse Anishoying Drolma et ses petites nonnes prient pour que leur chant soit béni par Bouddha. On appelle ce geste la cérémonie des lampes à beurre. C'est un geste symbolique pour dissiper l'obscurité et amener de la lumière. Autrement dit, la clarté. Le spectacle a lieu au Palais des Congrès de Katmandou. Dans la salle, 800 personnes de la haute société de la ville. Les places coûtent de 20 à 100 €. Anishoying est accompagnée par des musiciens de Bollywood renommés. Le concert rapportera plusieurs milliers d'euros. De quoi financer l'arrivée de nouvelles petites nonnes. C'est au sud du Népal, tout près de l'Inde, qu'avec une enseignante, nous rencontrons l'une des futures élèves. 3 places viennent d'être libérées à l'école par des nonnes tout juste diplômées. Comment tu t'appelles? Supriya. Les parents de Supriya sont séparés et ne s'occupent pas d'elle. L'enfant de 5 ans vit avec sa grand-mère. Sa cousine est déjà à l'école des nonnes. C'est pour ça que nous voulons l'envoyer elle aussi. La petite a très envie d'y aller. Elle n'arrête pas de le réclamer.
Difficile de savoir si la petite fille comprend réellement ce qui se passe ou si elle est conditionnée par sa grand-mère. Celle-ci nous invite à entrer dans sa hutte de bronchage, très sommaire. On dort tous dans cette pièce. Les enfants sur la paillasse et moi par terre. On n'a pas d'argent. Je dépense le soir ce que je grappille dans la journée et le matin suivant ce que j'ai trouvé la veille. Pour nous, c'est déjà trop tard. Mais je veux que Supriya ait un avenir. Un avenir de religieuse. C'est le petit frère que la grand-mère choisit de garder près d'elle. Avec une compagnie aérienne au nom prédestiné, Supriya s'envole vers Katmandou pour la première fois, au-dessus des mythiques sommets à 8000 mètres, coiffés de neiges éternelles, et du toit du monde, l'Everest. Les Népalais l'appellent Sagarmatha, la montagne dont la tête touche le ciel. Le lendemain, l'existence de la petite fille bascule. Elle va être ordonnée nonne, en présence de la principale de l'école. Elle a mis sa jolie petite robe. Pour la mettre en confiance, la principale lui achète d'abord un cadeau. Tiens, des ballons. On y va, on y va. Allez, on enlève tes vêtements. Il faut lui enlever ses boucles d'oreilles. Les bijoux sont désormais interdits. On va te couper les cheveux. Et tu vas être comme moi, d'accord ? La principale laisse sur la tête une petite mèche qui ne sera coupée que lors de ses vœux. Voilà. Je sais que les nonnes doivent se raser la tête, mais ça me fait quand même un peu de peine. Supriya est symboliquement lavée, en signe de renonciation à sa vie passée. Tu es quoi maintenant ? Nonne. Une nonne ? Ouais, la plus jolie des nouvelles petites nonnes, avec tes nouveaux vêtements. Voilà. La fillette va être ordonnée par le Rinpoche, le grand maître bouddhiste de la vallée de Katmandou. Supriya, toujours docile, va prononcer ses vœux en tibétain, une langue qu'elle ne connaît pas. C'est toi qui veux devenir nonne ou c'est le choix de tes parents? Dis-moi, c'est eux ou c'est toi? C'est moi. C'est vrai, c'est ton choix. C'est vrai? C'est son choix? Oui, c'est elle qui veut. C'est son choix. Désormais, ton nouveau nom sera Shirap Wangma. Voilà, tu es nonne. La fillette rejoindra ses nouvelles copines le lendemain. Depuis 2001, l'école Aryatara a éduqué 320 petites nonnes. Certaines se sont retirées dans un monastère. 3 sont devenues médecins. D'autres travaillent pour la fondation Dani, qui gère aussi un hôpital. Seules 7 d'entre elles ont renoncé à 18 ans à leur vœu monastique.